Madame, Messieurs, bonsoir. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour 45 minutes d'échange, d'entrevue pour le grand oral qui se vaudrait échanger autour de toutes les questions qui touchent le Congolais, qui touchent la vie du Congolais. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Maître Soudi Alimassi Kimpoutou, qui est effectivement secrétaire général du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, le BUREC. Il est aussi un expert au niveau de la décentralisation. Maître, je vous dis bonsoir. Bonsoir Blaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de vous être déconfiné pour répondre à cette invitation. Nous sommes très touchés par l'acte que vous avez posé. Merci, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup, c'est toujours pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, Maître. Vous êtes venu dans les conditions autres que celles qui vous amènent généralement sur ce plateau. Vous le savez, la planète tout entière est affectée par un drame sanitaire planétaire qui s'avère être le Covid-19, cette pandémie qui a tué pratiquement près de 180 ou 200 000 personnes jusque-là. La République démocratique du Congo compte 500 cas, 31 morts. Heureusement, les guérisons ne font que grimper, ce qui est une très bonne chose, mais la contagion continue. Quelle est la lecture que vous faites de cette pandémie, Maître Soudi? Merci beaucoup Blaise pour la question. La pandémie de coronavirus, ou virus corona, c'est un drame mondial. Et ce drame mondial est quelque peu soit les erreurs des Occidentaux, parce que lorsque vous suivez les discussions entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, ils se rejettent la balle. Et plus d'un expert disent que ce n'est pas une maladie naturelle. C'est un virus qui a été conçu dans un laboratoire et qui aurait échappé quelque part. Et la première conséquence, c'est que aujourd'hui, on a enregistré beaucoup de pertes en vies humaines. Heureusement, encore jusque-là pour les pays en voie de développement, parmi lesquels font partie la République démocratique du Congo. Mais ma lecture est qu'il y a une grande crainte. La grande crainte, c'est que les différentes méthodes utilisées par les pays en voie de développement pour lutter contre cette maladie, certains points de vue personnels, me paraissent jusque-là inefficaces. Parce qu'en cas de débordement, si cette maladie parvenait à franchir la capacité de résistance humaine de nos populations, des anticorps de nos populations, nous risquons de connaître un drame beaucoup plus compliqué que ce que les Occidentaux connaissent aujourd'hui. L'autre lecture est que nous pouvons avoir la chance, si de bonnes stratégies sont prises pour effectivement très bien contrer cette maladie, du fait que nos populations n'ont pas beaucoup de maladies endémiques, comme on le voit en Europe à cause du foie. Il y a beaucoup de pneumonie, beaucoup d'insuffisance rénale, beaucoup de maladies liées à la consommation du tabac, beaucoup de café. Toutes ces maladies-là, c'est ça qui font en sorte que les personnes âgées puissent pour la plupart perdre des vies aujourd'hui au niveau de l'Occident et de l'Amérique. Mais il y a une attention que nous devons faire comme pays, parce que les méthodes, personnellement, me paraissent encore jusque-là inefficaces. Ok. Justement, ça me permet d'essayer de tirer de vous ce verre du nez, parce que vous avez du mal à dire ces méthodes-là, justement. Alors, selon vous, quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire aux autorités compétentes ou au comité de riposte pour que nous puissions vraiment contenir ces dangers qui s'avèrent être beaucoup plus, comment dirais-je, qui serait beaucoup plus grave que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, qui serait beaucoup plus grave que ce que les Européens et les Américains sont en train de vivre présentement, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises, les autorités les ont appliquées, et vous êtes quelqu'un qui avez souvent l'habitude de vous promener, vous savez voir ce que la population vit
comme geste barrière, comment elle réagit vis-à-vis des mesures prises, ainsi de suite. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour que les fusils puissent changer d'épaule au regard de la situation telle qu'elle évolue? On a dit que la commune de la Gombe, c'était la commune la plus contaminée. L'épicentre. Et automatiquement, ça a entraîné une mesure de confinement de la commune de la Gombe. Mais moi, j'ai pensé que c'était une erreur. Expliquez-vous. Et je m'explique. La commune de la Gombe, c'est une grande mégalopole de Kinshasa qui reçoit chaque jour, sur les 100% des personnes qui occupent la Gombe pendant la journée, ceux qui restent y passer nuit sont les 1 quart, donc 25%. Les 75% viennent de toutes les autres 23 communes qui composent la ville de Kinshasa. Ça veut dire que s'il y a maladie dans une parcelle à la Gombe, à supposer que un propriétaire est malade, ce propriétaire a un domestique qui habite Massina, il a un agent de la garde qui soit par exemple de la police ou de société de gardiennage qui habite Ngaliema, il doit avoir un balayeur qui habite Limité, et tous ces gens-là sont en contact permanent avec lui. Ça veut dire que si vous le confinez lui seul, déjà les 3, 4, 5 personnes que je viens de citer qui ont été contaminées échappent au confinement. Ils sont dans la cité et contaminent d'abord leur propre famille et leurs voisins, toutes les personnes qu'ils auront rencontrées. Alors, est-ce que la mesure de confinement de la Gombe, ça pourra apporter l'efficacité dans la riposte qu'il nous a? Moi, j'avais pensé que plutôt que de perdre beaucoup de moyens dans le confinement de la Gombe, ça nécessite des moyens? Absolument, absolument. Pour la police, les forces de sécurité, oui. C'est des millions. On vous a fabriqué des badges. Il y a des policiers, des agents du ministère de la Santé. Il y a le chlore, on utilise les savons, ainsi de suite. Tout ça. Donc, tous ces eaux-là, paraît-il commun des thermoflash et consorts. Et toutes ces personnes qui y travaillent, les primes pour tous ceux qui... C'est des millions qui sont... Moi, je pense que plutôt que confiner la Gombe, parce qu'apparemment, les confinements en RDC, c'est fait à la Gombe seulement. Alors que dans d'autres provinces... et Kasumbalé sont vécus, et je crois... Kassi aussi, un peu. Non, ils ont un peu imité ce qui a été fait à Kinshasa. Oui. On a fait un confinement d'1 jour à Lubumbashi. 2 jours. Le deuxième jour, c'était à Kasumbalesa. Vous pensez que c'est suffisant pour voir qui ont été malades? Ça leur a permis d'avoir quelques cas, on parle de 6 cas maintenant, qui sont suspects. Moi, je pense qu'il faudra que le moyen soit concentré sur l'obtention des tests. C'est-à-dire renforcer les gestes barrières dans toutes les communes sans exception. Parce que pendant que Gombe est confiné, on contrôle tout le monde, les communes avoisinantes, Bandalungwa, Lingwala, Kitambo, c'est la promiscuité totale. Je pense qu'on devait lever les confinements de la Gombe, renforcer les gestes barrières, et dans tous les points de contrôle des gestes barrières, on établit les points de test. Il faut que notre pays dépense de l'argent pour acheter des tests du Covid. De manière à ce que si vous blaise, en passant par Kingabwa, dans un point de check, on vous attrape avec 40 degrés, on vous isole, on va chez vous. Et s'il s'avère que chez vous, on vous teste là sur place, et que si vous êtes positif, on va chez vous, on teste aussi les membres de votre famille. S'il y en a qui sont contaminés, on vous isole, on vous met en quarantaine et on vous traite. Ceux qui ne sont pas atteints, on les met, on les éloigne de vous jusqu'à ce que vous allez être guéri de la maladie pour vous remettre ensemble. C'est comme ça que la Corée a réussi. C'est ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que la France fera à partir du 11 mai. Le secret de la réussite de cette maladie, c'est le test.
Et nous devons dépenser pour les tests. Moi, je suis en train... Il est efficace, ce test-là? Oui, oui, le test est efficace parce qu'aujourd'hui, la vie est en train de reprendre à la normale en Corée du Sud. Aussi, en Chine, la Chine est en train d'ouvrir et même ses frontières avec le développement de la question du test. La France, qui a eu aussi beaucoup de victimes, et l'Italie sont en train de s'y mettre. Déjà que nous n'avons pas suffisamment de masques, maître, vous nous apportez. Voilà. Alors là, et donc, c'est compliqué. Hein. Non, je pense qu'avec le test ici, on cible. C'est comme ça que le comité de riposte doit beaucoup travailler pour cibler. Voir par exemple une commune comme Ngaliema, oui, mais non, c'est Ngaliema qui connaît comme Ngaliema, une ascension assez comment on peut mettre les points pour checker les gens et obliger les gestes barrières. Vous voyez, par exemple, on peut autoriser les marchés à fonctionner. Un jour, on dit, bon, lundi, c'est ceux qui vendent les vivres. Mardi, c'est ceux qui vendent les non-vivres. Ainsi de suite. Parce qu'il faut développer de l'intelligence. Nous avons un problème économique sérieux qui va surgir bientôt là. Non, qui surgit déjà, parce qu'on voit comment est-ce que... Oui, on dit qu'il n'y a plus assez de recettes. D'abord, on n'en avait pas assez. Et que si l'appareil économique ne tourne pas, tous ces Français-là que nous disons à la télé, à la radio, ça ne va pas tenir parce qu'on va même manquer de quoi payer les salaires du fonctionnaire. Et quand on ne va plus payer les salaires du fonctionnaire, d'autres parlent de récession, de ceci, tout ça, mais nous, ça sera la catastrophe. C'est pour ça que vous voyez que le président tanzanien, il a essayé de faire ce que je vous dis. Il n'y a pas de drame là-bas. Il a développé. Ils sont en pleine campagne. Au Burundi, ils sont en pleine campagne. On renforce les gestes barrières, mais on dégèle la circulation. De manière à ce que ça tourne. Parce que si on copie les choses à l'aveuglette, confinement, pour, ceci, cela, pour. Moi, j'ai un service que je dirige, qui est un service d'urgence, par exemple. Aujourd'hui, s'il y a crépitement ou une explosion dans la ville de la Gombe ici, je ne saurais pas amener tout mon personnel pour intervenir parce qu'il faut que j'ai des badges, que j'ai des ceci, tout ça. Okay. Alors, maître, justement, vous êtes en train de prédire un tableau plus ou moins sombre de la République démocratique du Congo au regard de la situation telle qu'elle sévit, si on n'arrivait pas à prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Mais il y a d'autres situations qui n'ont rien à voir avec la santé, qui viennent s'imposer et qui troublent la quiétude des citoyens et qui versent malheureusement le sang des Congolais. Il s'agit de ce qu'on a pu déceler à Kinshasa, ici dans le Congo central. On parle de Bedeka Bundu Diakongo. Et puis au niveau du Katanga, il y a le mois passé, au mois de mars, on a évoqué la situation de Bakata Katanga. Vous avez été, permettez que je le dise, vous avez travaillé longtemps comme conseiller au ministère de l'Intérieur et des centralisations et sécurité, et vous avez pu avoir affaire à cette situation liée effectivement à ces mouvements insurrectionnels et identitaires, ou je ne sais pas comment les appeler. Et selon vous, maître, ça se répète, c'est à tout moment on règle et puis on revient sur ça. Finalement, quelle est la solution pour qu'on ne parle plus de ces situations malencontreuses? Blaise, vous savez, dans notre pays, à chaque situation, on veut toujours inventer la roue. Il faut que chaque fois dans un pays, qu'on puisse des fois se référer aux archives pour comprendre le présent et définir l'avenir. La situation de Bundu Diakongo, c'est une situation que je préfère appeler communément la situation des illuminés. Ils existent dans tous les pays. Et dans notre pays, avant lui, il y avait celui qu'on appelait le roi Congo, qui naviguait beaucoup plus dans la partie Bandundu et consort. C'était un illuminé. Lui, il rêvait que, voilà, le Congo, il était le roi du Congo et que il avait ses institutions à lui et qu'il devait imposer un ordre institutionnel à lui. Après, lui, il est venu apparaître. Zakari Badiengila, dit Nemwandassim. Zakari Badiengila Nemwandassim a une constitution
Cette constitution s'appelle le Makongo. Donc, dans ces documents, il définit comment lui, il gère sa république dans une république. Zakari Badiangila a une armée. Cette armée, c'est l'armée de Makessa. Zakari Badiangila a une police qui est à la fois la police, selon lui, confondue à la police ordinaire, et dans laquelle il y a aussi la police militaire. Ça s'appelle le Minkengi. Ah bon? Zakari Badiangila, dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, il a établi des juridictions où il a jugé les gens, il a condamné les gens, et jusqu'à la peine capitale. Et il a condamné les gens à la peine capitale, il a brûlé les gens, comme ça, vifs, dans ces pays. Zakari Badiangila a décidé d'évacuer tous les non-originaires du Congo central. Et il y a des gens des autres provinces qui ont payé les prix, les fonctionnaires qui étaient affectés dans les différents postes dans le Congo central. Il rêve constituer une république des Bakongo qui prend la ville de Kinshasa, le Congo central, une partie de l'Angola, une partie du Congo-Brazzaville et qui pourrait s'étendre jusqu'au Gabon. Voilà un monsieur. Comme ça. Et à un moment donné de la vie, il a effrayé avec tout ce que j'ai dit ici. Et l'État à l'époque avait initié toutes les négociations possibles, croyant que bon, on avait affaire à un monsieur normal qui avait des revendications à faire et que l'État pouvait écouter de ces revendications, ainsi de suite. Et tous les efforts qui avaient été faits par les autorités de l'époque s'avéraient vains, parce que lui, c'était pas ça. Lui, c'est exactement ce que je vous dis. L'illuminé, il a sa conception des institutions. Donc c'est lui le chef numéro 1. Tout le monde doit le suivre et il doit imposer ça à tout le monde. Et on avait, à l'époque, l'État avait mis fin à cela. Parce qu'il était traduit en justice. Je me rappelle l'épisode. Et avant de le traduire en justice, il a occasionné beaucoup de pertes dans les rangs de la police et de l'armée. C'était pratiquement, il avait engagé pratiquement une guerre contre l'État. Et M. Zakari Badiangila a été non seulement lui-même traduit en justice avec tous ses adeptes. Et cette situation avait pris fin parce que la justice s'était prononcée. Et j'ai commencé par un regret lorsque j'ai commencé à analyser cette question. J'avais appris qu'à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas, une mesure de grâce ou une amnistie où on a libéré tous ces criminels. Parce que parmi eux, il y a des gens qui ont brûlé vifs d'autres concitoyens nés Congo du Congo central. Et on les a libérés, ils sont rentrés dans la nature. Donnant l'occasion à cet illuminé de se reconstituer. Et il a reconstitué toutes ses troupes. Et je me souviens, à l'époque, on a attrapé les flecs-flacs de l'Angola qui venaient entraîner les gens que vous voyez porter la tenue semblable à celle de la police. Je connais cet épisode-là. Donc c'est une situation sérieuse. Et il n'est pas le seul. Vous avez connu la situation des Enyélé, vous avez connu la situation de Bakata Katanga. C'est un peu semblable. Mais comment y mettre un terme? Et mettre un terme, je crois que c'est ce qui avait été fait dans les années précédentes. Parce qu'à un moment donné, nos compatriotes du Congo central ont vécu en paix. Après que la justice, donc d'abord que l'État puisse s'assumer, parce que l'État en s'assumant, il a mis fin à l'existence de toutes ces armées, ces groupes que je viens de définir ici. La police avait mis fin à ça. Et les fautifs ont été traduits en justice. Il y a des jugements et des arrêts qui ont été prononcés. Et les gens qui étaient responsables vis-à-vis des actes qui étaient commis ont été mis en prison. Et la paix a régné au Congo central.
Et je regrette quand c'est un problème pénal. Moi, je suis pénaliste de formation. Ah. C'est ce que j'ai fait 10 ans durant l'université. Quand il y a un problème pénal, ça devient l'affaire des communautés. Je regrette. Sincèrement, je regrette. Je pense que ceux qui meurent au Congo central, ce ne sont pas seulement les non-originaires. Les gens qui ont été brûlés vifs, pour la plupart, c'était des filles et fils du Congo central. Oui. Moi, je pense que, hormis toutes ces questions, si on est vraiment aussi des vrais citoyens, comme on le voit aussi dans d'autres provinces, les différentes communautés devaient lutter pour que ce genre de choses ne reviennent plus dans leurs différentes provinces. Je crois que vous voyez de quoi je vais parler. Je comprends. Merci. Je comprends. Alors, ça me permet de glisser justement sur une matière dans laquelle vous avez une maîtrise parfaite, si je peux le dire ainsi, parce que je connais vos compétences quant à ce. C'est la décentralisation. Encore des problèmes. Encore des problèmes. On en voit, des problèmes qui persistent. J'étais en train de regarder la télévision il n'y a pas longtemps. J'ai rigolé lorsque j'ai appris que le gouverneur du Sud-Ubangui aurait permis l'arrestation du président de l'Assemblée provinciale. Et là, c'est dans le Sud-Ubangui, dans les assemblées provinciales, des problèmes. Et ici même à Kinshasa, certaines opinions accusent le gouverneur d'être un électron libre. Il ne se soumet pas trop aux prescrits, aux directives du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe apparemment? Cette fameuse décentralisation demeure ou semble... C'est un peu comme un luxe pour les Congolais, je ne comprends plus. Blaise, je pense que quand nous faisons des émissions ici chez vous sur Digital Congo, il faut souvent, des fois, faire passer les archives. La dernière fois, je vous avais dit que le processus de décentralisation est en panne. Parce que, comme je l'ai dit, les acteurs, chaque fois qu'il y a des nouveaux acteurs, il y en a qui croient qu'ils veulent inventer la roue pour commencer leur propre processus. Alors que le processus, c'est la continuité. Je suis vraiment mal à l'aise quand il y a ce genre de comportement, et je prends même qu'au niveau du gouvernement central, où il doit y avoir une sentinelle de cette décentralisation, c'est le ministre en charge de la décentralisation qui doit recadrer, parce qu'il a le pilotage du processus. Et je commence à être un peu sceptique, de manière à ce que l'on puisse... parce que les faits précédant les droits, je commence à m'imaginer qu'il faudra qu'à un moment donné, qu'on remette la décentralisation dans les ministères ayant en charge les questions de l'intérieur. Par quel mécanisme un gouverneur de province peut faire arrêter un président de l'Assemblée provinciale? Je me pose des questions. Quel mécanisme légal? Rétablir l'ordre et la sécurité. Parce que le président de l'Assemblée provinciale, en réalité, c'est la première institution provinciale. C'est lui qui contrôle le gouverneur de province. Et s'il y a un cas de flagrance et ainsi de suite, ça ne doit pas être la plainte du gouverneur. C'est la justice qui doit le saisir, et la justice compétente. Mais dans les cas d'espèce, c'est l'accusation du gouverneur qui fait. D'abord, même les juges, je ne sais pas, ou les magistrats, ou l'agent qui a arrêté le président de l'Assemblée provinciale, il s'est fondé sur quoi? C'est un peu la même chose. Je crois qu'il y a nécessité de réveiller le processus. Sensibiliser les acteurs, parce qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles élections, il faut former les élus. Il faut un organe permanent de renforcement des capacités des élus. Les gouverneurs sont des élus, les députés provinciaux sont des élus. Même les ministres du pouvoir central, ils sont l'émanation de l'Assemblée nationale. Et une fois mis en place, il faut les former.
dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, pour éviter les tâtonnements. C'est pour ça que toutes ces structures d'appui, d'accompagnement, doivent être suffisamment appuyées. La priorité des priorités, au-delà de ce que nous avons comme question de sécurité, ainsi de suite, c'est la décentralisation parce qu'elle est multisectorielle. Elle est politique, parce qu'aujourd'hui on a des institutions politiques en province. Elle est administrative. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini à faire la décentralisation administrative. Il y a des agents qui étaient agents déconcentrés du pouvoir central du fait des attributions ou des compétences exclusives de province. Ces agents doivent d'office être transférés de manière officielle aux provinces. Dans la plupart des cas, ça n'a pas encore été fait. Je peux même affirmer cela. La décentralisation, elle est financière. Les fameux problèmes de retenue à la source, aujourd'hui, on est rentré à la totale rétrocession, ainsi de suite. Et ça doit suivre. J'ai appris que la Caisse nationale de péréquation a été mise en place. Il faudra qu'elle s'active pour récupérer tous les effectivement, et particulièrement tous les fonds retenus par le pouvoir central sur les investissements de province. Ils doivent vite les récupérer. Un gouverneur qui n'obéit pas aux instructions du ministre CA, l'intérieur dans ses attributions, dans le cadre des compétences du pouvoir central, c'est un rebelle parce que la loi, moi je combattais à l'époque, quand on rédigeait cette loi, je peux les citer, aujourd'hui c'est le vieux, le professeur Vundouawe qui avait voulu que les gouverneurs puissent porter les deux casquettes, qu'ils soient à la fois une autorité régionalisée, parce que nous sommes dans un régionalisme politique, mais il a voulu que les gouverneurs soient aussi les représentants du pouvoir central en province. À ce titre, les gouverneurs doivent obéir aux instructions du pouvoir central. Donc il ne peut pas évoluer comme un électron libre. Donc, quand on dit quelqu'un va évoluer comme un électron libre, je me pose des questions. Par quels moyens il va le faire? Voilà un peu. Si nous rentrons dans les différents piliers, les différents axes de mise en œuvre du processus, le processus est réellement en panne. Ça va, je vais consacrer toute une émission à ça. Je suis dispo et je viendrai qu'on en discute. Quand nous allons terminer le confinement, je vais consacrer toute une émission pour que nous évoquions point par point les difficultés auxquelles fait face justement cette décentralisation. Alors, maître, nous sommes dans une situation particulière. La situation, c'est que nous avons connu un état d'urgence et puis une rallonge, ainsi de suite, la prorogation, je ne sais pas comment on va appeler ça. Finalement, vous les juristes, vous nous amenez dans des problèmes. Depuis un temps, il y a interprétation de tel ou tel autre article, finalement. Juridiquement, est-ce que cette question de l'état d'urgence a bien été gérée? Moi, je déplore seulement les agitations. Il y a eu beaucoup d'agitations pour rien, de part et d'autre. Alors que nous sommes dans un exercice constitutionnel. Cet exercice constitutionnel, c'est un jeu d'essai-erreur. Parce que depuis que la Constitution de 2006 a été promulguée, je ne sais pas s'il y a un seul Congolais qui va m'affirmer ici que nous avons déjà connu un état d'urgence. Et même depuis la Constitution de la transition jusqu'à aujourd'hui, peut-être dans les années Mobutu, où il y avait les différents états d'urgence. Mais ça fait pratiquement toute une génération où il y a des gens qui sont nés qui n'ont jamais connu un état d'urgence. Il y a un fait que beaucoup de gens n'évoquent pas, et j'aimerais que les constitutionnalistes jettent un coup d'œil dans la Constitution. L'amalgame n'est pas dans les chefs des animateurs. L'amalgame est dans la Constitution. Parce que la même Constitution, là, si vous la lisez très bien, article 84, 85, 144, 145, vous allez trouver que pour un seul processus, on met deux préalables qui s'opposent. Pour un seul processus, on met deux préalables qui s'opposent.
le président de la République signe l'ordonnance. C'est dit clair. Après consultation. Il y a un autre article qui dit non, il signe l'ordonnance après consultation. D'abord, il y a un article qui dit, je crois que c'est 145, il signe l'ordonnance et il transmet cette ordonnance à la Cour constitutionnelle pour vérification de constitutionnalité. Dans un autre article, on dit non, il signe l'ordonnance après concertation avec le président de... Les animateurs de deux chambres du Parlement. Et voilà, il y a un autre article. Il doit d'abord avoir l'autorisation préalable. Une autorisation préalable, c'est la Constitution. Parce que le fait pour le président de signer une ordonnance et de le transmettre à la Cour constitutionnelle, c'est constitutionnel. Mais le fait aussi pour les deux chambres de Parlement d'exiger de siéger pour donner l'autorisation, c'est constitutionnel. Mais alors, à qui la faute? Voilà pourquoi l'arrêt de la Cour constitutionnelle est venu quelque peu lever cette petite équivoque, mais le problème demeure. Moi, je pense que les constitutionnalistes doivent voir toutes ces questions qui sont des fonds et de les corriger dans la Constitution. Laisser un seul préalable. Mais ce sont pourtant des sommités qui ont travaillé pour... Non, nous étions cette Constitution. Quand la Constitution était élaborée, nous étions déjà juristes. Et dans les travaux préparatoires, nous avons même eu l'occasion de faire des observations. Je me souviens des professeurs Kamukuni, Mukinaï, un des bons constitutionnalistes que je reconnais moi parce qu'il est de l'école du professeur Diallo qui m'a donné aussi cours. Il sait ce que j'ai dit. Il y a des points qui ont été relevés et qui, du fait de la politique, n'ont pas été suffisamment corrigés. Les dispositions relatives à l'état d'urgence n'ont jamais été appliquées. C'est au premier essai de ces dispositions et les gens s'agitent au lieu de se concentrer et de voir quelles sont les voies de sortie et de lire attentivement la Constitution et chercher à identifier d'où vient l'erreur. Faites-vous partie de ceux qui estiment qu'à un moment donné, il faille se mettre autour d'une table et que l'on essaie de revoir les dispositions qui ne tiennent pas ou bien qui s'opposent au niveau de la Constitution? Moi, je pense que, comme disent les juristes, les faits précèdent le droit. Nous avons une Constitution qui nous a permis d'amorcer une autre République. Mais après, parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous avons plusieurs années, plus de 10 ans d'exercice. Nous pouvons déjà être en mesure de déceler les faits qui ne marchent pas avec la réglementation au sein de la Constitution. Et qu'il faudra absolument que nos spécialistes s'y mettent en mettant de l'eau dans leur vin sans agitation politique pour harmoniser certaines dispositions constitutionnelles avec la marche de la République. Parce qu'il y a des faits, des dispositions qui sont tombées en désuétude, qui sont dans la Constitution, et d'autres dispositions qui prêtent tout simplement à confusion. Moi, comme juriste, rédacteur aussi des textes de loi, je ne vois pas la faute au niveau des animateurs. Et tous les fanatiques là, moi je les appelle à oublier ces débats et laisser les institutions trouver des pistes de sortie. Parce que ce sont des pistes de sortie. Même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est une piste de sortie. Et la Cour constitutionnelle ne pouvait pas déclarer anticonstitutionnelle l'ordonnance du président. Parce qu'il l'a pris en vertu de l'article 145. Vous voyez. Et donc, est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que cet arrêt est aussi contraire à une disposition de la Constitution, alors que c'est une disposition, c'est une décision de justice rendue en dernier ressort? Mais le problème est dans la Constitution. Voilà ma lecture autour de ça. Les choses sont beaucoup plus sérieuses. Hein. Ça, je suis d'avis, en fait. Maître, aussi, je voudrais avoir un mot aussi sur les sinistres vécus par nos populations. D'abord, les éco-gardes ont été tués au niveau du parc de Virunga, il n'y a pas longtemps, ici, il n'y a même pas une semaine.
Il y a toujours Uvira qui a les pieds dans l'eau, plusieurs entités, la province du Tanganyika et d'autres provinces du grand espace Katanga. Que de mauvaises nouvelles finalement, maître. Oui, vous savez, nous sommes dans les cas de catastrophes naturelles d'abord, ce qui concerne les inondations. Ce sont des choses qui appellent des mesures d'anticipation pour chaque gouvernement. Je félicite en passant le gouvernement pour avoir déployé quand même le ministre des Affaires humanitaires et Madame la ministre des Affaires sociales qui ont fait les tours, et le vice-ministre de la Santé qui ont fait les tours. Il a manqué seulement soit le ministre de l'Intérieur ou son vice, qui devait, parce que les coordonnateurs de la gestion des catastrophes, c'est le ministre ayant en charge de l'Intérieur. Donc il devait absolument aussi faire partie de cette délégation pour voir, parce qu'on ne va pas que assister. On va aussi voir comment prélever les mesures d'anticipation et aider les gouvernements à avoir des éléments essentiels pour voir dans l'avenir si ça advenait, qu'est-ce qu'il faudra faire, est-ce qu'il faudra relocaliser certaines personnes, est-ce que c'est beaucoup de questions à la fois qui accompagnent ces genres d'émissions. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle inondation. Évidemment, ça a eu l'essence d'inondation dans certaines provinces, mais dans d'autres, c'est aussi la construction anarchique. Oui, à des endroits où, en principe, on ne pouvait pas construire. Les gens ont essayé de construire à ces endroits-là. Aussi du fait que cette inondation a eu lieu, certaines autres pouvaient construire aussi à des endroits autorisés, mais lorsque vous construisez à côté de cours d'eau qui sont susceptibles de faire des inondations, il y a aussi des matériaux qu'on utilise. Parce que les drames d'Uvira, sur les lits de ces différentes rivières, ça a montré que la plupart des constructions qui ont été érigées le long de ces lits des rivières ne répondaient pas aux critères, aux normes urbanistiques et aux critères de construction le long des cours d'eau. Parce que nous voyons, même en Amérique, même en Europe, lorsqu'il y a des inondations qui sont essentiellement dues au réchauffement climatique, c'est des grands immeubles aussi qui sont inondés. Et après, ces immeubles résistent. L'eau, quand il va partir, ces maisons restent, ces bâtiments restent et continuent les cours normaux. Peut-être que ces inondations reviendront 40 ans après, comme c'est le cas aujourd'hui le long du fleuve Congo, parce que ce qui est arrivé le long du fleuve Congo est arrivé en 1979, pour ceux qui savent. Et 40 ans après, je crois, nous sommes en 2020, ça fait combien d'années pratiquement? Bon, on a dépassé voilà. 40 ans pratiquement. Voilà, donc ce sont des cycles comme ça, des inondations, qui est arrivé. Les riverains, ils savent de quoi je parle. Mais quant à la question, vous m'avez posé l'autre question sur la question de l'insécurité au niveau de la province du Nord. Les éco-gardes, ça me donne l'impression que nous ne jouissons plus de notre pays. On m'a parlé de 12 à 15 concitoyens qui sont partis comme ça, des jeunes gens dévoués pour sécuriser notre écosystème dans ces prestigieux parcs aujourd'hui que nous ne bénéficions pas de retomber parce qu'il n'y a plus assez de touristes et de visiteurs dans ces parcs à cause de l'insécurité. Et c'est vraiment dommage que nous parlions aujourd'hui toujours du problème du Rwanda. Oui, parce le président rwandais a dit qu'il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, bien sûr, mais l'existence... L'existence des armes dans notre parc, ça date du génocide de 1994. Oui. Et dès lors, nous n'avons jamais eu la paix dans le parc de Virunga. Bien entendu, on les a peut-être chassés un peu partout, mais ils se sont tous réfugiés dans le parc de Virunga. Ils peuvent dire que ce n'est pas eux. Bon, ça peut être d'autres groupes armés, mais les factions qui insécurisent plus notre parc, si ce ne sont pas peut-être des personnes qui viennent intentionnellement de l'armée régulière de l'autre côté, ça doit être des FDLR. En tout cas, pour la société civile, c'est ce que j'ai appris aussi. Si ce n'est pas les autres, donc ça doit être aussi les groupes armés
rwandais, entre autres FDLR, parce qu'ils sont sur notre territoire. C'est vraiment dommage, parce que parmi eux, il y a un ou deux membres de mon parti qui sont morts. Deux d'ailleurs. Ah bon? Oui. Il y a une dame et un monsieur, membres du Burek, qui sont morts. Et nous avons perdu ces cadres-là. C'est un deuil que nous avons à cause des gens qui ne veulent pas la paix dans notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gardes-parcs? Tirer sur eux et les tuer. La plupart, ils laissent des orphelins. C'était des jeunes très dévoués pour la cause nationale. Voilà la situation. C'est une situation qui demande beaucoup plus de changement des tactiques dans la gestion de notre pays. Nous ne pouvons pas que faire la guerre chaque jour, mais il faudra que nous fassions la guerre pour obtenir la gestion effective de notre pays. Et la gestion effective de notre pays sur cette partie du territoire national, c'est de contrôler notre parc, le rendre utile, parce que le parc qui n'est pas visité, il est inutile pour une république. Nous devons le rendre utile. Pourtant inscrit au patrimoine, du moins au niveau de l'UNESCO, on considère comme étant un patrimoine qui concerne toute l'humanité, qui est une fierté de toute l'humanité. Justement, ça se passe dans une province que vous gérez, que vous avez gérée. Quand j'ai dit vous, je parle du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, le Burek. D'abord avec Julien Paluku, qui en est le président, joli ministre de l'Industrie, et puis l'actuel gouverneur du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasavita, qui est membre de votre parti politique, le Burek. Je vous ai vu plusieurs fois aller dans la province du Nord Kivu, particulièrement à Goma, pour y mener des activités politiques. La tâche n'est pas facile, hein? Vous n'êtes pas sorti d'auberge apparemment. Oui, vous savez, ni était la question de la sécurité dans la province du Nord Kivu. Vous avez suivi vous-même l'honorable Julien Paluku, les efforts qu'il a pu fournir pour gérer cette province. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'était pas lui et sa gestion, quelle serait cette province aujourd'hui. Mais il l'a fait pendant qu'il y avait à la fois différents fronts de tous côtés au sein de la province. On s'est compris la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, c'est son successeur, l'honorable Karline Nzanzu Kasivita, qui a pris le bateau de pèlerin. Mais avec la persistance de l'insécurité. Vous savez, la sécurité, c'est une question transversale. Elle est d'abord et avant tout la question du pouvoir central. Et je crois qu'il y a un effort encore à fournir davantage. Parce que, par exemple, si nous prenons le cas de la mort de ces éco-gardes-là, ça veut dire que cette route-là demeure dans une insécurité totale. Et pourtant, c'est elle qui permet la traversée entre le chef-lieu de la province et Beni, Butembo, Rutshuru et Gasso. C'est la voie pour y aller. Et donc avec ça, ça crée de l'insécurité. Pour y passer, il faut être escorté, ainsi de suite. Mais nous sommes chez nous. Et c'est le gouvernement, malgré sa bonne volonté, vous savez, avec tous ces tumultes-là, même s'il réparait la route, il est obligé d'arrêter et d'attendre jusqu'à ce que le calme va rentrer. Mais il n'a pas aussi le commandement de l'armée. Voilà pourquoi ça demande une sorte de synergie pour lui permettre aussi d'atteindre valablement les objectifs qu'il a. Il peut fournir moult efforts et des fois, il met même la main dans son budget pour faire face à certaines questions d'ordre sécuritaire, bien que ce n'est pas relevant du pouvoir central. Tout à fait. Et ce n'est pas facile pour gérer cette province-là. Je crois qu'il y a lieu de lui jeter des fleurs et de le féliciter. Une dernière communication à l'endroit de l'opinion qui vous suit avant que nous terminions cette émission, maître. La communication, c'est d'appeler tous nos compatriotes à faire très attention avec la maladie coronavirus. Parce que, personnellement, j'ai une crainte, si l'analyse que nous avons pu faire ici, par exemple pour la commune de la Gombe, parvenait à dégénérer, nous risquons d'avoir des cas très très compliqués. Nous n'avons pas la capacité de contenir une propagation de cette maladie dans notre pays. Nous n'avons pas assez de masques, je ne sais pas comment ça s'appelle, des respirateurs, ainsi de suite, comme ça s'est fait ailleurs. Et donc, ne négligez pas les gestes barrières. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire. Tant mieux rester à la maison. Mais aussi, j'en appelle au comité de riposte de réfléchir davantage. Nous avons donné quelques arguments ici qui ne sont pas des arguments inutiles. Il faudra y voir parce que notre économie en dépend. Nous pouvons rester en confinement, mais si nous ne savons pas jouer avec notre économie, ça sera la catastrophe par la suite.
Merci. Merci beaucoup, Maître Soudi Alimassi Kimpoutou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, mais vous avez aussi plusieurs casquettes, des spécialistes en décentralisation, en ce qui concerne le droit pénal et beaucoup d'autres questions que les téléspectateurs pourront découvrir dans d'autres émissions. Je vous le promets, nous allons nous apaisantir sur la question liée à la décentralisation, qui, je le rappelle, est réellement en panne en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Au revoir.